À suivre de près, en tout cas. On va parler d'un livre et d'une affaire en particulier. Vous donnez une conférence tout à l'heure, tous les trois, vous l'avez dit, sur les fiancés assassinés de Fontainebleau. C'est aussi le thème de votre bouquin, Christian, que j'ai là dans les mains. Jacques, peut-être, pour nous recontextualiser un petit peu cette affaire dont on se souvient. Oui, après ce qui vient d'être dit, c'est une collection donc chez JPO qui s'intéresse à ce que j'appelle moi les polars de la vie, c'est-à-dire ce sont de vraies histoires, mais avec souvent des intrigues, des rebondissements dignes des meilleures fictions. Alors cela dit, l'histoire du livre est l'histoire d'une rencontre, c'est que j'ai un jour invité Christian Porte dans une émission de radio que je faisais sur les affaires criminelles. Et j'ai été fasciné par cette histoire qu'il m'a fait découvrir, parce que d'abord c'est un scandale policier et judiciaire, c'est un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il faut rappeler que l'histoire des fiancés de Fontainebleau, c'est l'histoire d'un cold case judiciaire, une enquête ratée, un procès qui n'a pas donné le résultat qu'on pouvait attendre, et puis surtout la prescription en 2011, ce qui veut dire que si Christian révélait dans son livre, ce qu'il ne fait pas, je vous rassure tout de suite, les noms et les adresses du ou des assassins, eh bien la justice ne pourrait rien faire parce que l'affaire est définitivement classée. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire, ce bouquin, Christian? Et dans ce livre, vous évoquez une nouvelle piste d'ailleurs. Ce qui m'a donné envie de l'écrire, c'est que je me suis trouvé, lors de la grande battue, je me suis trouvé à l'endroit où on a retrouvé les corps 2 mois après. Et je sais bien que ce jour-là, ils n'étaient pas là. Donc ça interpelle, on se dit pourquoi ils n'étaient pas, ainsi de suite. J'ai eu la chance d'être sur cette affaire dès le départ, dès le premier jour. Donc au fur et à mesure, mécaniquement, ça semble tellement aberrant, toutes ces erreurs qui ont été faites, tous ces abandons de pistes qui ont été faits, qu'on ne peut qu'essayer de comprendre. Quelle est l'histoire, si vous deviez la résumer pour ceux qui ne connaissent pas, des fiancés, en quelques mots? En quelques mots, c'est un couple de jeunes gens avec leur chien qui va faire une balade en forêt de Fontainebleau le jour de l'ouverture de la chasse. Et ils disparaissent, on les attend le soir, ils disparaissent. On les retrouvera, malgré de nombreuses recherches, on les retrouvera 2 mois après, à un endroit où on était déjà passé. Le mystère est complet, ça devient intéressant d'essayer de comprendre. On peut se poser des questions, on est à moins de 50 km de Paris, c'est la forêt la plus visitée de France. Et un jour de Toussaint 1988, un double meurtre. Combien de temps ça prend à écrire un bouquin pareil? C'est beaucoup de recherches. Je dirais que ça fait 30 ans que je fais des recherches. Mais ce dernier livre, en l'occurrence, ça m'a pris 1 an et demi. Oui, alors, quand on lit les chiffres, c'est complètement vertigineux. Il y a 200 000 heures d'audition plutôt de témoins. 200 000 heures. J'ai fait le calcul, ça représente 2 ans, 3 ans même, et 2 mois à plein temps. Pratiquement tous les jours de la semaine, 8 heures par semaine. Vous n'avez pas écouté tout ça quand même? Si, il y a 200 000 heures. Mais il y a aussi 4000 PV, procès-verbaux, et il y a 1500 témoignages de personnages qui ont gravité autour de cette affaire. J'ai fouillé dans à peu près tout ça. Ah ouais? C'est un peu compliqué, ça prend du temps. Ah oui. Et j'ai jamais dit que les gendarmes n'avaient pas fait leur travail. Ce qui m'étonne, moi, c'est que justement, compte tenu des chiffres que vous venez de nous rappeler, qu'on n'ait pas trouvé. Ouais, c'est ça. Les gendarmes n'ont pas fait leur travail. Moi, quand je lis votre livre, j'ai le sentiment aussi qu'il y a eu quelques petites contradictions, notamment dans l'interrogatoire d'un suspect qui s'appelait Cédric, où il y a eu des gendarmes qui ont dit le tout et son inverse. Donc il y a peut-être eu aussi des défaillances à ce niveau-là, quand même. Il y a eu ce problème où les gendarmes... Cédric, quand il est revenu sur ses témoignages... Il faut dire qu'il avoue d'abord, dans un premier temps. Il dit après, j'ai avoué sous la pression des gendarmes. Les gendarmes sont interrogés, disent « Nous, jamais, on ne connaît pas cette affaire ». L'enquête se poursuit, Cédric persiste et signe, la juge d'instruction quand même se dit « Je vais quand même convoquer les gendarmes pour voir » et ainsi de suite. Et on découvre que les 2 gendarmes dont Cédric parle ont déjà travaillé sur ce dossier des mois avant. Donc ils ont menti. Voilà. Pourquoi avoir menti ? C'est une affaire plutôt ahurissante en tout cas. Jacques, qu'est-ce qui fascine autant dans les faits divers comme ça et dans les affaires classées?
Ce qui fascine, c'est d'abord le mystère, bien sûr, puisqu'il y a des faits qu'on raconte, et puis il y a un immense point d'interrogation. Donc ça fait partie de l'intérêt des gens. Je crois qu'il faut aussi avoir le courage d'assumer le fait. Moi, par exemple, je suis un lecteur de romans policiers. J'aime les intrigues policières. Là, on est servi, je veux dire, parce que il y a une dramaturgie. L'intrigue a été inventée par la vie, ça s'est vraiment passé comme ça. Sauf que par rapport à une fiction, les victimes sont des vraies victimes, le sang, c'est du vrai sang. Donc il y a tout ça. Et puis il y a aussi, et là je parlerai pas de fascination, mais de compassion du public. On s'identifie à une victime, parce que ces victimes, ça peut être vous, moi, quelqu'un de votre famille, votre voisin du dessus. Ce sont deux jeunes gens. Elle est assistante sociale et lui, il travaille dans une banque. C'est des gens ordinaires. Mais à qui le point de se marier, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelait les voilà, exactement. Mais à qui il arrive des choses extraordinaires. Oui, voilà. Forcément, on s'identifie. Ce sont des gens comme vous et moi, effectivement. Ouais. Les faits divers, vous connaissez aussi, Bob, puisque vous avez écrit un bouquin sur les faits divers que vous allez aussi présenter lors de ce salon. Oui, anatomie du fait divers, mais ça rejoint exactement ce que dit Jacques Pradel à l'instant, c'est-à-dire on est fasciné par ça, et on veut aussi un petit peu, c'est une des fascinations du fait divers, se mettre dans la peau de l'enquêteur, et au fur et à mesure, on ne parle pas de feuilleton judiciaire pour rien, on est vraiment, le mot est parfaitement choisi, c'est un feuilleton, il y a des rebondissements, il y a des révélations, puis d'un seul coup on nous sort du chapeau, tiens, c'est lui en fait qui a tué. Mais là, le personnage central du livre de Christian, c'est Christian, parce qu'il raconte comment un journaliste spécialiste de faits divers a été emmené dans cette enquête qui devient, je parle sous ton contrôle, mais qui devient l'affaire de sa vie. C'est une affaire sur laquelle il veut obtenir la vérité. Il est bien le seul maintenant. Oui, mais alors vous en avez brassé des centaines, sinon des milliers d'affaires. Quelques-unes, oui. Est-ce que celle-là, elle est plus extraordinaire que les autres, et pourquoi? Non, moi je pense, parce qu'on ne l'a pas dit, mais le livre se termine sur une lettre ouverte. Voilà. Au ministre de la Justice, au garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Parce que cette affaire, c'est une faillite, c'est un naufrage judiciaire et policier. Mais au moins que ça serve à quelque chose. Or, ce qui nous a paru à Christian et à moi possible de changer, pour que ça ne se reproduise pas, c'est de reculer ou d'annuler la période de prescription. Voilà, en tout cas, je suis désolée, je vous coupe la parole, messieurs, parce qu'on est trop long. Une dizaine de secondes seulement. Oui, bien sûr. Redonner une fois le titre du bouquin, Les fiancés de Fontainebleau de Christian Porte.